Bonjour mes amis, bienvenue dans ce 5e épisode de notre cycle de conférences Éco-Cyber, écologie et cybermodernité. Nous allons parler ensemble au moins pendant 1 heure et quart, et on va d'abord commencer par partager ce live partout. Voilà, donc je vous invite à partager pour qu'il y ait le maximum de personnes présentes sur ce live. Donc voilà, je compte sur vos partages, je vais moi-même faire pareil et on commence dans un petit quart d'heure. Ceux qui regardent ce live en replay, vous pouvez directement aller à 15 minutes car nous commençons dans un quart d'heure. Ça va pas bien être passionnant ce qui se passera. On va dire, allez, venez dans 10 minutes, on se donne 10 minutes pour partager. Bonjour à tous, je vois déjà que vous êtes très nombreux. Ça me fait très plaisir et ça me met la pression, c'est bien. Donc on partage, vous connaissez le principe. En attendant les nouveaux venus pour cette conférence. Salut Claire, merci de te signaler. Salut, salut. Voilà, je vous vois en direct, tout se passe bien. On est habitué, depuis 2016 on fait des lives. On est vraiment rodé et là on va défricher un terrain assez passionnant en allant plus loin dans notre réflexion sur de quoi demain sera-t-il fait en termes politiques, en termes de société, en termes de justice. On va parler d'écologie profonde, on va parler des gilets jaunes, bien sûr, de cette crise qui agite la France depuis des semaines. Bonsoir Christophe, bienvenue. Voilà, bonsoir Liliane, super. Donc on partage, c'est parti, avec un petit mot. Salut Xavier, je vous vois tous, hein. Là pour l'instant, c'est le partage. N'hésitez pas, tous les groupes, les pages, voilà. Vous connaissez le système. Je vois que ceux qui partagent, on est déjà à 4 partages, on peut beaucoup mieux faire que ça. Voilà. Quelqu'un peut partager sur Néo-Résistance, Claire par exemple. Voilà. On entend mes voisins. Hop. Voilà, on va philosopher ensemble sur le monde d'aujourd'hui. Je ferme un peu la porte. Ça sert à rien d'entendre. Voilà. Un petit bout qui pleure. Alors, on partage où? Salut Christine. Quel cap devons-nous tenir pour faire entendre les choses les plus basiques? Pauline, on va répondre à ta question, elle est très bonne. N'hésitez pas à poser des questions, hein. On commence dans 7 minutes. Hein, donc d'ici là, n'hésitez pas à participer, à commencer le débat. Hein. Vous n'avez pas besoin de moi pour commencer le débat. Je vais vous faire part, comme d'habitude, de mes réflexions tout en lisant vos commentaires en permanence. Et il y aura vraiment de l'interaction. C'est le but de nos philo live, hein, c'est que c'est une conférence participative. Et ça commence dans 6 minutes. On partage où ça? Boum. Deep Ecology proche de Deep Curse. Oui, il y a un lien, Christine. Tout ce qui est deep, ça montre le 21e siècle. Hein. Le 21e siècle sera deep ou ne sera pas. Voilà, ça montre à la fois le deep, l'évolution de la technologie. Tout ce qui est deep en intelligence artificielle signifie on parle de deep learning, on parle de deep blue, des noms d'ordinateurs comme ça, de programmes. Et donc le deep, c'est à la fois ce qui singe la profondeur de l'intelligence humaine, et le deep, c'est à la fois ce qui nous perd dans une profondeur sur LCI, belle prestation. Ah bon?
Je me souviens plus être passé sur LCI il y a un beau bout de temps, mais ça doit être une vidéo YouTube qui circule, j'imagine. Merci en tout cas, Pauline. Tu fais peut-être référence à CNews. Alors, on commence dans pas longtemps, hein, les amis, je vous rassure. Le temps de partager un peu partout. Faites aussi la même chose pour qu'on soit très nombreux. Pas trop non plus. L'équilibre juste, vous allez voir, il va émaner. On est déjà plus de 50 là, c'est bien. Hop. Erwin, t'es mort de rire, dis-nous pourquoi. Il n'y a pas de tabou dans nos discussions, hein. Tout le monde pourra partager. C'était il y a 2 semaines. Je pense que c'est... Ah, 2 semaines, ouais, peut-être. Bon, Pauline, dis-nous ce que tu en as retenu. Et ça me permettra de rafraîchir la mémoire. Hop. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de tout ce qu'on peut partager. Vous-même, vous avez plein de groupes, je suis sûr. Et donc, ça peut circuler sur vos propres groupes. On va bien sûr parler du référendum d'initiative populaire. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. J'ai hâte de savoir comment vous vous positionnez et est-ce que ce que vous en pensez, bonsoir Christophe, est-ce que ce que vous en pensez c'est lié un peu à ce qui se dit ou est-ce que vous êtes fait votre propre jugement? Est-ce qu'on est dans une logique de perpétuation de l'opinion ou est-ce que vous avez vraiment médité la chose, discuté de la chose dans un débat contradictoire, critique? Je suis très intéressé de savoir ce que vous allez en penser de tout ça. Et on commence dans quelques minutes. Salut Cathy, merci. Hop. Je crois que je suis bon pour moi. Je ne peux pas plus partager que ça. C'est à vous. Alors tout au long du live, bien sûr, n'hésitez pas à partager en continu. Vous pouvez également partager à des amis. Donc vous partagez, vous faites un lien Messenger. Et du coup, vous pouvez envoyer directement à un ami. Alors on me pose la question, c'est vraiment une note liminaire, pas du tout sur notre sujet, mais des petits détails techniques. On me pose la question, est-ce que ce serait pas mieux un autre lieu que Facebook? Voilà. Merci Franz. Bah oui, alors quoi? Ça serait quoi? YouTube, je connais pas beaucoup de plateformes. Il y a Periscope, Twitter, bon, Facebook et YouTube. C'est tout ce que je connais vraiment comme étant un peu populaire. Il se trouve que moi, je suis un vieux de la vieille et j'ai commencé à faire de Facebook une sorte de fief philosophique et surtout de philosophie directe. Je ne l'ai pas tellement fait sur YouTube, j'ai une chaîne YouTube, mais il y a peu de débats. Je sais que j'interviens le 22 dans la chaîne Thinkerview. C'est une chaîne de débats, vous savez, c'est débats sur fond noir. Donc je serai en direct le 22, je pense, de fin d'après-midi, je vous dirai ça. Donc là c'est du live sur YouTube, mais ça peut être intéressant. Voilà, mais je suis ouvert à toute proposition technique pour améliorer le processus. Voilà. Je crois qu'on est bon. Hop, on va commencer mes amis. Je vous resitue un tout petit peu où on en était. Donc Instagram en live, ouais. J'ai pas assez d'amis sur Instagram, mon cher. Là on est 50 000 en amis sur Facebook. Voilà, c'est le réseau le plus fréquenté. Tu dis Olivier, bah voilà, c'est ce qui fait que je fais ça sur Facebook. Ça permet aussi d'archiver les choses. Facebook, je peux après mettre la vidéo sur YouTube. Il y a sûrement des geeks parmi nous qui savent tout faire en temps direct. Je fais tout par moi-même et je n'ai pas cette connaissance. Voilà, et voilà. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus simple pour l'instant. Et ça m'a jamais empêché de dire des choses anti-Facebook. Voilà, donc la parole reste libre. Voilà. Alors, nous pouvons commencer. Je regarde juste à combien on est. Non, on a encore 1 minute. On commence dans 1 minute. J'ai promis 10 minutes de temps d'attente. Ça va durer 1h15 environ. On s'arrêtera vers 19h30 maximum. Et donc voilà, c'est interactif. Vous connaissez le principe. Je résume juste un peu les épisodes précédents. C'est le 5e épisode d'un cycle de conférences, de 10 conférences, qui s'appelle Écologie et cybermodernité. Vous avez l'event en description. Nous avons donc un rendez-vous par mois. Évidemment, il est question beaucoup du mouvement des Gilets jaunes parce que ce mouvement s'est invité dans ce cycle qui était prévu antérieurement. Et c'est très bien, ça fait réfléchir. Ça porte vraiment sur notre objet de comment, si je devais résumer un peu notre réflexion, quel serait le modèle politique, sociétal,
philosophique au sens large. Quel serait le modèle civilisationnel sur lequel on pourrait tous s'accorder et qui pourrait nous faire rêver, sur lequel on pourrait s'impliquer politiquement. On est en quête d'un nouveau modèle adapté aux exigences, aux enjeux du XXIe siècle, notamment les exigences écologiques et tout ce qui peut en découler en termes de migration, en termes de mal-vivre, en termes de différences sociales, d'injustice sociale. Tout ça, c'est évidemment impliqué. On a vu plusieurs épisodes, c'est le 5e épisode. On a exploré le municipalisme dans le premier épisode. Je ne vais pas vous faire un peu tout le résumé. Dans le 2e épisode, on a réfléchi à ce que j'appelle des zones affectives maintenant, grâce à vous d'ailleurs. On a forgé ce concept ensemble. Alors je vois qu'il y a plein de questions, l'Islande en 2011, etc. Donnez tout ça et on va voir ça ensemble, vous inquiétez pas. On a vu l'écoféminisme, des questions très intéressantes. On a vu l'éducation, les problématiques d'éducation, voilà, dans l'épisode précédent. Beaucoup de choses. Et là, ce 5e épisode, j'aimerais parler avec vous de la radicalité. Je pense que la question des gilets jaunes nous pose cette question qui est bien peu présente dans les médias traditionnels. C'est la question de la radicalité, non pas se faisant, c'est-à-dire ils sont radicaux, il y a de la casse, c'est violent, mais de la radicalité comme une option politique pertinente. Voilà. Donc on va aborder cette question-là. Qu'est-ce que c'est la radicalité en politique? En a-t-on besoin pour changer des modèles qui sont archaïques, désuets et injustes? Cette notion de radicalité et de radicalisation, on dit par exemple que les gilets jaunes se radicalisent, il va falloir l'interroger car vous savez très bien que ce mot résonne comme le même mot de radicalisation dans une optique de formation du terroriste en herbe. On parle de radicalisation qui se fait notamment en prison ou sur internet avec des vidéos hypnotiques et absolument violentes de manipulation de cerveau. Donc cette radicalité qui nous venait un peu du jargon de l'antiterrorisme, mot imprécis où chaque psychiatre y allait de sa théorie, moi j'ai la formule pour déradicaliser les terroristes, voilà. Bon. Toutes ces questions-là viennent de ce monde hyper sulfureux, horrible, qui nous a glacé le sang pendant pas mal d'années, et qui a empêché, justement, peut-être, dans une autocritique que font les journalistes dans Libération, et se livrent à leur propre autocritique, et j'ai pu lire que dans cette autocritique, on avait l'idée que peut-être qu'on a été trop, nous journalistes, trop focalisés sur le terrorisme, Charlie, le Bataclan, etc., au détriment d'une focalisation sur la désespérance sociale. Et donc forcément, ce mea culpa qui est très intéressant, je ne sais pas si vous avez lu ce numéro de Libé, nous montre que ce terme de radicalisation qui s'invite là dans le débat pose vraiment question. Est-ce que c'est un terme qui entre dans une logique très gouvernementale de diabolisation, de criminalisation de ce mouvement des Gilets jaunes? Donc il faut se poser la question de la radicalité. Alors, les Gilets jaunes se radicalisent, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a des mouvements radicaux? On parle d'anarchistes, d'extrême droite ou d'extrême gauche, voilà. Donc j'aimerais qu'on puisse aborder ça et y voir un peu clair. Donc je lis toutes vos interventions. La crise des Gilets jaunes, dit Pauline, vient déjà, je pense, aussi d'un problème communautaire. Si déjà, nous, à la base, nous changeons nos moyens de fonctionner par le troc et l'échange, cela réglerait beaucoup de problèmes, car face à l'État, nous sommes petits et Macron n'entend pas d'échanger sa version. D'échanger sa version, c'est joli comme verbe. Le radicalisme est-il une forme de dogmatisme, demande Christophe, et Hakim, une radicalité qui respecte la dignité du salopard. C'est bien énigmatique, Hakim, précise un peu ta pensée, qui est le salopard dans l'affaire, mais je pense que c'est vraiment une question importante. La radicalité, vous savez d'où vient le terme, ça vient de la racine. Vous mangez des radis, voilà. Les radis, radicalité, c'est la même logique. La racine d'un problème, la racine du mal. La racine, c'est-à-dire la cause des causes, la cause antérieure. Phagocytage d'extrémistes, dit ou radicalisation, demande Luc. Super question. Évidemment, il y a cette idée qu'une posture radicale est une posture qui ne va pas être dans la compromission. Il y a cette idée de pureté dans la radicalité. On est à la racine de la chose, donc
on est à la source de quelque chose qui va après devenir impur. Dans la notion de radicalité, il y a une notion de flux. Une radicalité humaine, hein, j'entends bien. Et être radical, c'est revenir à l'origine, être en amont, être à la source d'une solution passant par des mesures qui ne souffrent d'aucune compromission, d'aucun dialogue. D'ailleurs, le radical, en général, c'est celui qui dialogue très peu. Il dialogue, et donc ça peut aller de pair, en tout cas dans l'imaginaire social commun, parce qu'on part quand même de là, avec un certain dogmatisme. Une sorte d'intégrisme, d'ailleurs, on pourrait dire en religion, c'est-à-dire prendre le texte à la source et même à la lettre. Alors évidemment, tout ça, c'est de la construction. Il n'y a pas de prise de texte à la lettre. Il y a une interprétation, on dit en philosophie une herméneutique, qui est radicale. La radicalité n'est pas dans l'objet même que l'on sonde, elle est dans notre regard, notre interprétation de l'objet. Je peux avoir une lecture radicale d'un texte, qu'il soit d'ailleurs révolutionnaire ou religieux. C'est mon interprétation qui peut être radicale. Mais il y a cette idée d'une pureté, quelque part d'une dignité. Et c'est ça qui est assez séduisant, surtout qu'on est en lutte pour imposer sa propre radicalité. C'est ça qui est séduisant, c'est que la posture radicale est une posture sans compromission, une posture qui va vraiment essayer de déranger le pouvoir, voire même de lui nuire au maximum, un pouvoir jugé comme injuste, jugé comme nécessitant la radicalité dans les actes et dans les propos. Encore une fois, la radicalité, c'est une posture existentielle et même herméneutique, une posture d'interprétation, c'est une façon de lire le monde, une façon radicale. Et en soi, on va dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de retrouver sa propre dignité. La question que je vous pose, c'est est-ce que dans une posture de radicalité, non-compromission, pureté de la source, il n'y aurait pas cette tentative de retrouver une dignité mise à mal dans une vie ordinaire où on a l'impression d'être le jouet soumis à des puissances supérieures, d'être dépossédé des moyens de diriger sa vie et de sentir un destin qui nous échappe. Donc ça, c'est vraiment l'apport que peut donner une posture radicale par rapport à nous autres qui pouvons parfois souffrir d'un manque de reconnaissance, d'un manque d'être écoutés et d'un manque d'être respectés dans notre dignité. Donc il y a quelque chose de séduisant dans la radicalité pour retrouver une dignité perdue. Voilà. Et c'est pas pour rien que cette radicalité peut aller avec la religion, qui est aussi censée donner, lorsqu'elle est respectée de façon assez dogmatique et ferme, un sentiment de dignité. Je suis des codes, je ne suis pas mes propres appétits, mes propres instincts fugaces du moment. Je suis des codes qui dépassent la satisfaction de mes propres égoïsmes. Vous êtes super nombreux à commenter, je vais passer en diagonale pour ne rien louper. Les sans-culottes n'étaient pas des radicaux d'une certaine manière, point d'exclamation, dit Edwige. Christine, ça fait des années que ça grondait en silence, il fallait que ça saute un peu comme un bouchon de champagne et maintenant du chaos, un ordre, une logique s'exige. Il y a bien moyen dans la Constitution de destituer Macron, dit Kiz. Rose, les gilets jaunes sont difficilement contrôlables en raison du côté vorciel. Qu'est-ce que tu appelles ça le vorciel? Vertical, tu veux dire? Mobiliser ce qui fait très peur au pouvoir. Dorine, est-ce qu'il faut forcément être dans une idéologie pour pouvoir avoir une posture radicale? Bonne question. J'ai envie de te répondre... c'est une bonne question. Très très bonne question. C'est une très profonde question, Dorine. Très profonde question. Tu vois dans mon regard flou et vaseux que je n'ai pas forcément la réponse qui me saute au plafond. Ouais. Est-ce qu'il faut avoir... Tout de suite, il me vient tout un pan de réflexion. J'ai pas envie de vous écraser avec mes propres réflexions. J'ai envie que vous répondiez à la question de Dorine. Est-ce que la radicalité est toujours indexée à une idéologie? J'ai un semblant de réponse qui me vient, mais excellente question. Je crois qu'on est au cœur du problème. Et au cœur de la solution peut-être. Car nous cherchons une solution tous ensemble. Hein. On papote pas pour rien, on papote pour essayer d'avancer dans une compréhension du XXIe siècle et de la crise présente d'ailleurs. Un nettoyage, quoi, pour mieux repartir. Donc Olivier, c'est la radicalité Karcher. Intéressant. La radicalité, dit Christophe, c'est imposer aux autres sa propre vérité et ce n'est pas très démocratique. Donc là, tu es dans l'idée d'un conflit des idées et d'un passage en force et en violence. C'est ce que le mot, dans l'usage commun, je dirais, charrie. Ce mot charrie cette idée de violence et d'imposition en force.
Et vous allez voir que dans l'écologie radicale, ou l'écologie profonde, moi j'appelle ça le radicalisme, hein, tout simplement, c'est vraiment un courant. Et le radicalisme, c'est au-delà même de l'écologie. Je crois qu'on va créer ces concepts pour pouvoir nous orienter politiquement, c'est important. Je pense que j'ai envie d'opposer le libéralisme, qui est l'idée un peu réformiste, le libéralisme dans le sens où je l'utilise, hein, ce mot est très très polysémique, mais ici, avec vous, ce soir, le 20 janvier, j'ai envie d'appeler libéralisme ce qui va fonctionner par réforme pour adapter une réalité sans la remettre radicalement en question. Car j'ai envie de dire, et c'est peut-être une réponse à Dorine, j'ai envie de dire que la radicalité, elle est radicale dans son questionnement, dans l'angle de vue nouveau qu'elle impose au débat, et pas tellement à l'idéologie. Ça, c'est la radicalité que j'aimerais sauver, tu vois. Et on est dans la conceptualisation, et c'est la grande puissance qu'on a ensemble de pouvoir faire cette philosophie directe, où vous m'aidez à conceptualiser, vous le savez bien, parfois une question me fait aller complètement ailleurs, hein. On co-crée cette épopée philosophique. Mais j'ai l'impression que la radicalité, c'est la radicalité d'un regard, je l'esquissais déjà avant, mais plus fondamentalement d'une remise en question de ce qui n'était pas questionnable, d'une rediscussion de l'indiscutable. La posture radicale, elle n'est pas tellement là, j'ai l'impression, pour imposer quelque chose, là on est de l'ordre du fanatisme et du dogmatisme pur, mais si je parle de radicalisme, c'est surtout poser la question pour remonter directement aux causes d'un problème, alors que le libéralisme accepte le problème et essaie de voir comment on peut vivre avec le problème. Et vous voyez comment ça peut être transposé dans le champ social ou le champ de l'idéologie. Le libéralisme accompagne le problème sans remettre en question les fondements même de l'émergence du problème. Je vais le dire en termes très simples, le libéralisme tel que je l'entends avec vous ce soir, c'est ce qui va accepter l'état des choses, l'ordre établi, en essayant de l'ajuster pour plus de justice et en fait pour le rendre pérenne. Parce qu'évidemment, si ce système ou l'ordre établi, ou l'état du monde actuel, ou l'état de la société industrielle actuelle n'est pas questionné, forcément il y aura des exploités, il y en a évidemment, il y aura des gens, des personnes, des citoyens qui vont se sentir mal parce que ce système est fondamentalement injuste. Et la première entité qui se sent mal, c'est la planète Terre, tout simplement. Ce sont les oiseaux migrateurs, ce sont les sols qui sont complètement anémiés, ce sont les insectes qui n'existent plus. Enfin, voilà, ce monde qui se dégrade, chaque jour nous avons des nouvelles que nous postons sur nos réseaux sociaux d'un monde qui est en train de partir totalement dans une spirale de destruction liée à nous, hein, destruction qui est de notre fait. Et quelque part, le libéralisme va dire oui, il y a un problème, on ne va pas remettre en question la source de ce problème, on la connaît, hein, c'est une société industrielle avec un capitalisme au sens de quête du profit à court terme implémenté dans nos esprits et dans notre façon de faire ville, de faire sens, de vivre ensemble. Et donc, au lieu de remettre en question les fondements même de la société, de la civilisation industrielle, on dit non, elle est quand même très bien, c'est bien d'avoir des infrastructures, c'est bien d'avoir de l'énergie, c'est bien d'avoir du gaz, du charbon, du pétrole, des pesticides, voire même des OGM, et donc on ne touche pas à ça, et le libéralisme va essayer de l'adapter par réforme. Voilà. L'écologie radicale, qu'on appelle écologie profonde, deep ecology, vise justement à dire, avec plus ou moins de degrés de radicalité, si la source de nos problèmes, c'est la civilisation industrielle, il faut se débarrasser de la civilisation industrielle. Et là, on peut dire que c'est radical. On n'est pas là pour adapter la civilisation industrielle à la survie de l'espèce humaine et surtout des espèces animales. On est là pour changer radicalement. Donc la radicalité, si je continue sur ma lancée, mais peut-être que vos remarques vont me faire changer, j'ai l'impression, Dorine, tu posais la question, que ce n'est pas une idéologie, c'est une puissance de remise en question d'un ordre sous forme interrogative, mais avec l'idée que si on identifie une cause au problème, il faut transformer la cause. C'est-à-dire que ça part d'un parti pris, que ce ne sont pas les conséquences qu'on va devoir adapter, ajuster pour rendre le monde viable, mais c'est la cause directement, la racine du mal, et non pas les conséquences du mal, à laquelle il va falloir s'attaquer. Voilà, je crois que c'est assez une réponse qui, moi, me satisfait. Dites-moi ce que vous en pensez, et je lis un peu vos commentaires.
Voilà, bah, tu le dis bien, Hakim, avoir l'honnêteté intellectuelle de remonter aux causes des symptômes et les traiter à leurs racines, même s'il faut accepter de nettoyer à fond les océans avec les mains. C'est la radicalité suprême avec une belle explosion. Merci, Hakim. Rose, il y a une situation de blocage dans le dialogue politique, donc cela crée de la radicalité. Pourquoi le blocage? Ont-ils le même rêve? Nabil, à choisir entre... j'ai perdu ton commentaire. À choisir entre radicalité et... Oh là là, ça défile, excuse-moi. Et la demi-mesure, bah voilà, c'est pas mal, cette opposition me plaît. La radicalité, c'est la pleine mesure. On va liquider la cause, ou en tout cas essayer de remettre en question le système lui-même. Et le libéralisme, contrairement à la radicalité, c'est pas de réforme, un changement qu'on peut qualifier de révolutionnaire. C'est-à-dire une vraie révolution. Et le radicalisme va être un radicalisme des actes, parce que ce qui est fort dans le radicalisme, c'est qu'il ne se contente pas de blablater, il veut agir. Le radicalisme passe à l'acte. Alors que le libéralisme veut négocier la radicalité, il n'y a pas de négociation à un certain stade possible. Vous avez plein de... Il y a une révolution... Alors, oh là là. Il y a des expériences faites à Notre-Dame-des-Landes, donc qu'on peut qualifier effectivement d'assez radicales. Une sorte de contre-société avec des lois différentes. Quand on parlait tout à l'heure du troc, etc., de l'échange, il est question d'un contre-modèle. La radicalité, quelque part, c'est la figure du pirate. Hein. C'est la figure du pirate. Le pirate, le vrai pirate, c'est celui qui va s'opposer aux États, donc c'est quand même radical, refuser la société marchande telle qu'elle existe, accepter une justice dans le partage, où le chef pirate gagnait 1,5 part et les autres gagnaient une part, donc imaginez en termes de SMIC, hein, le patron gagne un SMIC et demi, voilà, il a juste ce petit demi de plus. Et puis c'est surtout une société qui a ses propres lois, il y a des codes pirates, il y a des mutineries possibles, et donc il y a tout un équilibre, mais un équilibre de contre-utopie. Hein. Et dans la radicalité, j'ai l'impression que c'est très dur d'être radical s'il n'y a pas l'idée d'une contre-utopie derrière. Et ce que l'on voit aujourd'hui avec la crise des Gilets jaunes, c'est qu'on a d'abord un refus radical, mais que les contre-utopies n'ont pas été pensées, car c'est un mouvement profondément spontané, même si ça ne veut pas dire qu'il n'était pas en germe dans la société, mais sa floraison, son éclosion, c'est une éclosion qui n'est pas indexée tout de suite à une théorie. Et c'est pour ça que c'est un peu le marché aux théories maintenant, quand on va sur les pages des Gilets jaunes, qui foisonnent de philosophie populaire, et c'est extraordinaire, je suis très très content de ça, mais on voit bien que c'est un peu la foire, la foire aux idées, quoi. Et tant mieux, c'est la foire aux idées, parce que si on veut vraiment être radical, les actes ne suffisent pas, il faut les appuyer par ce qu'on appelle en termes un peu marxiens une superstructure. Hein, une superstructure, c'est-à-dire l'organisation des idées et de ce que l'on veut en termes d'idées. Alors, on se veut radical, et quel sens profond donner au mot radical? Il y a également une radicalité sur le plan énergétique, besoin de passer à de nouvelles sources d'énergie, nous dit Rose. En raison de la raréfaction radicale des ressources naturelles, et c'est là où l'écologie radicale trouve sa place, tout à fait, on va en parler tout à l'heure. Nabil, les pirates ont des armes et ils vivent sur la même barque que le chef pirate. S'il prend 5000 parts, tu nous dis Nabil, il finit avec les requins. Ouais, tout à fait. Mine de rien, le capitalisme est encore plus radical puisque le profit est son seul projet, dit Anne, même s'il détruit tout, nature et êtres humains. Et même avant les êtres humains, aussi les communautés humaines. Ça, c'est important parce qu'on voit dans le mouvement des Gilets jaunes un mouvement pour retrouver le sens du mélange humain, c'est-à-dire de la complicité humaine, tout simplement. Et je crois que c'est encore une fois quelque chose qui a été sous-analysé dans ce mouvement, pas par les Gilets jaunes qui en parlent volontiers, certains journalistes l'ont abordé, mais ça nécessite une vraie imprégnation. En tout cas, tout ce qui ressort, j'ai pu interviewer pas mal de Gilets jaunes que je repère, puisque j'ai le projet d'éditer des témoignages de Gilets jaunes. Et donc dans le dialogue que j'ai avec eux, il y a vraiment un dialogue on vit une expérience sociétale, on vit une expérience communautaire. Et vraiment c'est très 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 important. On sort de notre solitude, on sort de notre essolement, cette solitude forcée. Je préfère appeler ça de l'essolement, parce que moi j'adore la solitude. Mais l'essolement, c'est-à-dire une solitude contrainte, forcée, qu'on n'aurait pas choisie. Et tout d'un coup on se connecte aux autres.
Et ce qui fait peur dans ce mouvement pour le gouvernement en place, c'est qu'il n'arrive pas à diviser. Et pourtant, il a essayé par tous les moyens. On les traitait de nazis, on les traite encore de radicaux, qui est maintenant une insulte, hein, qui s'opposent à la social-démocratie, etc. Et cette volonté de division ne fonctionne pas. On les a traités de casseurs, bien sûr. Et vous voyez, l'idée de cagnotte, par exemple, c'est pas forcément, je pense, hein, un truc d'extrême droite. C'est tout simplement l'idée que si on crée du mélange humain, si on crée de la complicité humaine, la complicité, c'est qu'on est dans les plis de l'autre, qu'on fait partie de la même étoffe que l'autre, et on devient solidaire. Et ce qui est aujourd'hui, au XXIe siècle, dans la cybermodernité, car il sera vraiment question dans cette conférence de cybermodernité. C'est vraiment le thème vital, à mon avis, qui palpite aujourd'hui. C'est une modernité avec des nouvelles technologies de communication et des nouvelles revendications et une nouvelle façon de faire peuple. Ça donne quoi ? Et bien, ce qui est étonnant, c'est que cette complicité, elle existe sur le terrain du réel. On se rencontre au rond-point, aux manifestations, c'est concret. Et elle existe sur le plan du transréel, c'est-à-dire des réseaux sociaux, de ce qui est un mélange de réalité, car il y a vraiment des personnes qui discutent sur les réseaux, c'est pas encore des bots, hein, mais de mélange de virtuel et de réel, ce que j'appelle la transréalité. J'ai retrouvé l'entraide. Agnès, merci de ton témoignage. Tu as un beau gilet jaune sur ton image de profil. J'ai retrouvé l'entraide, tu écris la solidarité, le dialogue avec les gens de mon pays à travers les gilets jaunes. Bon. Bah là, tu témoignes, et s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à témoigner, mais on lit beaucoup de choses venant des gilets jaunes. C'est pour ça que c'est très important d'aller voir ce qu'ils écrivent, et de voir que d'abord c'est hyper intéressant, c'est extrêmement précis, il n'y a pas de blabla pour rien, c'est pas du tout narcissique, c'est pas du tout... on perd pas de temps, c'est que du muscle, voilà. Au sens noble du terme, c'est de la chair, voilà, c'est incarné, et surtout ça cherche. C'est-à-dire qu'on a affaire à un mouvement qui a compris une puissance de frappe, c'est très étonnant, une puissance de frappe, c'est-à-dire qu'il peut déranger, il peut inquiéter, il peut faire peur, il peut faire pression, il peut s'exporter en un rien de temps à l'international, il peut s'imposer dans les débats, dans les hashtags, il peut faire pression, il est impressionnant ce mouvement. Et pourtant, donc il est radical dans ses moyens, dans sa forme, et pourtant dans son fond, il cherche une radicalité, alors qu'il aurait trouvé avec le RIC, qui pour moi n'est pas du tout à la hauteur de la radicalité de ses moyens. Imposer le RIC, on va en parler, le RIC, je me demande si c'est vraiment ça la forme suprême de la radicalité dont le mouvement peut être porteur. J'ai l'impression qu'il y a peut-être plus radical, et je vais vous donner quelques options possibles, et on va peut-être en forger ensemble quelques-unes. Et donc c'est très intéressant, je finis là-dessus. On a affaire à un mouvement qui est lancé avec une radicalité dans les moyens. Franchement, on a vu des images radicales de répression et de façon de rétorquer à la répression, même si voilà, c'est spectaculaire. Bon, la radicalité, elle est aussi du côté des forces de l'ordre pour le coup. On n'est pas tellement dans le dialogue et du gouvernement. Ce grand débat qui est évidemment une immense tribune pour faire une campagne électorale payée aux frais des contribuables, pour que les macronistes l'emportent. Bon, ce grand débat à laquelle aucun gilet jaune n'adhère, quand même bizarre. On impose un truc et tous ceux qui sont censés être concernés disent foutaise. Donc à un moment, il y a un problème. Donc on a affaire à ça. C'est-à-dire que la vraie quête aujourd'hui des gilets jaunes, j'en suis persuadé, c'est d'essayer de trouver une forme de radicalité à la hauteur de leur espoir de justice et à la hauteur de leur puissance d'action. Il y a maintenant même une application Gilets jaunes qui sort bientôt, faite par Priscilla, une des figures, on va dire, initiales. Donc il y a une puissance d'action qui se met en place. Quand on voit les réseaux sociaux, c'est efficace, ça se met en place, ça déjoue les plans des forces de l'ordre, ça s'organise de plus en plus. Voilà. Donc il y a une immense puissance, je dirais, d'impact, et il est vraiment question de on veut quoi véritablement. Alors, les solutions proposées venant de tous bords, on les prend. Le RIC semble faire une sorte de consensus, mais est-ce qu'on ne peut pas plus profondément interroger le système lui-même, c'est-à-dire être radical, c'est-à-dire si ce système tue la nature, c'est une chose, mais on peut ne pas se sentir concerné parce qu'on peut être centré sur ses problèmes très personnels, d'aider sa famille et ses proches.
Au moins, si le système crée de la pauvreté, crée de la misère, crée du mal-être, crée de l'injustice, est-ce qu'il n'y a pas une forme beaucoup plus radicale à mettre en place au niveau des idées, au niveau de la critique, au niveau de la vision systémique? Je prends quelques remarques et on se plonge au cœur de notre réflexion. Le RIC, c'est pour ouvrir la porte. Alors c'est marrant parce que tu as fait un lapsus orthographique. Tu as écrit le RIP. Hein. Rest in peace, Rose. Donc le RIC, j'imagine, c'est pour ouvrir la porte après les différentes visions. Anne, ce dont je me rends compte, c'est que les Gilets jaunes s'informent vraiment et réussissent à devenir conscients des fonctionnements politiques. Ils s'éduquent les uns les autres, ce qui fait qu'ils comprennent comment le gouvernement Macron cherche à les enfumer. Ils ne sont plus du tout dupes du discours des politiques creux. Les Gilets jaunes savent ce qu'ils veulent. J'ai l'impression qu'ils savent ce qu'ils ne veulent pas, mais qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Merci parce que ça m'a permis de formuler mon idée en une phrase. Voilà. Et ils ne savent pas ce qu'ils veulent, mais ils savent vraiment ce qu'ils ne veulent pas. Et ils ne savent pas ce qu'ils veulent, et je crois que personne, moi non plus, je ne sais pas ce qu'ils... Enfin, d'ailleurs, la question ne se pose pas. Donc c'est une sorte de forme radicale assoiffée d'un fond radical. On a découplé la radicalité des actes et la radicalité du sens de l'action. Alors, entrons un peu dans notre... vous êtes à fond. Entrons un peu dans notre logique un peu de la radicalité liée au système. Veut-on une radicalité dans la critique du système actuel? Ce que j'appelle, et j'en ai fait un concept philosophique, j'y ai consacré un livre, le clash. Le clash, qu'est-ce que c'est le clash? C'est précisément une radicalité dans la forme. Quand je clash quelqu'un, je le remets radicalement en cause. Et ça peut être par un regard, par un rire, par de l'ironie, par de l'humour, par de la violence, par de l'outrance. Tous les moyens sont bons quelque part pour faire à quelqu'un. Le clash, ça veut dire que deux cymbales se cognent l'une contre l'autre, et donc elles résonnent, et ça fait ce grand bruit de cymbales. Vous voyez un peu le bruit de cymbales? Donc on appelle ça le clash, d'accord? Avant d'en faire un mot de télé-réalité où Jennifer clash Jean Martin, nous avons d'abord ce sens-là. Et quand j'analyse le clash, je me réfère à mai 68, et je montre dans mon livre « Vivre au printemps », je montre comment la jeunesse n'a rien fait d'autre que d'expérimenter sa puissance, la jeunesse et les ouvriers et tous ceux qui sont engouffrés dans ce mouvement spontané, comment ils n'ont fait que finalement qu'expérimenter la capacité de clasher les institutions telles qu'elles soient. Et ça, c'est assez passionnant, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on peut clasher un policier en lui souriant avec un air narquois, on se rend compte qu'on peut clasher le professeur, on se rend compte que toute autorité qui se dit légitime parce que autorité, c'est-à-dire en fait illégitime, est capable d'être très facilement clashée. Ça, c'est très important de voir que ce clash qui a d'essence politique, cette remise en question par l'attitude, et là, Dorine, je rejoins ton idée, est-ce que c'est forcément une idéologie? Non, le clash, justement, n'est pas idéologique. Je te clash et je vais voir comment tu réponds. Je te provoque, je t'insulte, je te regarde mal, je te parle mal. Il y a quelque chose d'intrusif et de violent, mais, et je le montre dans mon livre, le vrai clash n'est pas violent à sens unique. Il est aussi violent contre soi-même. C'est-à-dire que le vrai clash, d'essence politique, quand je clash quelqu'un, je me clash moi-même. Et donc si je suis un peu, je dirais, je sors de la bienséance et de la politesse avec quelqu'un, je me mets moi-même en autocritique. Le clasheur est clashé, le clashé est clasheur. Le clash que j'analyse, que j'appelle le clash désobéissant, parce qu'il est toujours question, dans le clash, d'une désobéissance par rapport à des attentes données. Je clash la politesse en étant irrévérencieux. Je clash la soumission à l'autorité en ne me soumettant pas et en insultant l'autorité ou en la remettant en question. Je clash des directives en désobéissant par rapport à elles. Je clash des parents en désobéissant. Le clash, c'est l'essence même d'une sorte de désobéissance qui ne serait même pas désobéissance civile, qui serait désobéissance existentielle. Le clash, c'est un mot assez intéressant et qui est éminemment expérimenté de nos jours à travers les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui déplorent
la haine, les haters qui sont sur les réseaux sociaux et qui nous insultent tous. Et plus on est intellectuel et médiatique, plus on se fait insulter par les gens, les gueux qui viennent remettre en question notre savoir livresque. Vous voyez, toute la librairie, la bibliothèque que j'ai derrière moi. Qui es-tu toi pour me parler, moi qui ai lu plus de livres que toi? C'est l'exemple de Macron, hein, il cite ça en parlant de Ricoeur, qui se fait un peu clasher en mai 68, déverser une poubelle sur la tête. Et je crois que c'est Ricoeur, hein, je suis pas sûr, confirmez-moi ça, et qui dit vous devez me respecter, et le jeune qui a fait ça dit pourquoi je te respecterai. C'est typiquement le clash, prouve-moi la légitimité de ton autorité. C'est qu'une question de légitimité de celui qui me dit tu dois, tu me dis tu dois, je te clash, et après on parle. Voilà. Et donc la réponse de Paul Ricoeur, c'est j'ai lu plus de livres que vous. Voilà. Ben, ça, c'est fini. Là, c'était le XXe siècle, nous sommes au XXIe siècle. Et l'idée de celui qui, sur son piédestal, du haut de sa chaire universitaire, du haut de son prestige médiatique, du haut de son... Même les journalistes, hélas, hein, parce que je regrette qu'on s'en prenne à eux, mais si on les clash, parfois très violemment, c'est aussi dans cette idée, c'est des clashs violents, hein, c'est pas tellement... je regrette que les clashs sont pas assez marrants, en fait. Un clash, c'est pas cogner une nana dans le dos ou les courser, que c'est pas ça un clash. Un clash, c'est je te clash mais je me remets en question. C'est-à-dire que je peux te critiquer mais je m'auto-critique aussi. C'est d'essence philosophique. Et je dirais même la philosophie, l'essence même de la philosophie, c'est le clash. Et Socrate clashait, c'est-à-dire que lui-même remettait en question ses préjugés. Je peux clasher, c'est plutôt par l'humour et par l'irrévérence que par la violence brute. Parce que dans la violence brute, je ne suis pas violent contre moi-même. Quand je suis violent, je soumets l'autre à mon autorité, mais je me questionne pas sur mes propres obéissances. Le clash, j'en finirai là, est une puissance de désaliénation à même le quotidien. Je suis enfermé dans des obéissances invisibles. J'obéis à des codes sans même savoir que j'obéis. Je fais une petite famille comme on m'a dit de faire une petite famille. Je respecte plus ou moins l'orthographe, ou en tout cas j'ai honte quand je ne respecte pas l'orthographe parce qu'on m'a dit que c'était important. J'obéis donc à un code même en ne respectant pas ce code. On est plein d'obéissances invisibles. Et le clash, c'est une sorte de vérification de mes obéissances invisibles qu'on peut appeler des aliénations. Et donc, quand je clash l'autre, je dois me clasher aussi moi-même pour voir si je ne suis pas aussi en train d'obéir à des extrémistes de droite qui me disent que c'est super bien d'aller là-dedans, à des youtubeurs complètement allumés qui me disent que c'est bien que j'aille là-dedans. Donc je dois aussi remettre en question ça. C'est l'essence même de la philosophie, une vérification incarnée. C'est très physique le clash. C'est un regard, salut Thinkerview, c'est un regard, c'est une attitude, et c'est une remise en question de mes propres obéissances. Voilà. Alors on va reprendre un peu les commentaires. Erwin, je ne sais pas si je prononce bien ton prénom. L'acrimonie des gilets jaunes est injustifiée, mais surtout injustifiable. Rien ne prouve que ceux qui, et non ceux, j'ai du mal à te comprendre, gouvernent la France ces dernières années, n'a eu comme intention de ruiner les Français. C'est comme avec les rois Bourbons, ils étaient critiqués par tout le peuple, mais dans le fond, aujourd'hui, on les gratifie. Cite-moi 2-3 noms qui gratifient les rois Bourbons, s'il te plaît. Je ne vois pas à quoi tu fais référence, donc cite tes sources. On les gratifie. En bref, les gilets jaunes, tout comme moi et vous, sont inconscients de ce qui se passe réellement en haut. On ne peut que philosopher pour essayer d'accepter notre sort. Justement, on réfléchit aujourd'hui sur la radicalité et la posture radicale pour voir justement jusqu'où on peut aller. La posture de radicalité, je résume juste ce qu'on disait, c'est une posture qui interroge la cause et qui s'engage, il y a un engagement moral dans une posture de radicalité qui s'engage à détruire la cause. Et non pas à jouer le jeu d'un réformisme avec la cause, d'une adaptation, sans remettre en question le système. Et le clash et le rock font bon ménage. Le rock, la posture rock, c'est tenir tête au système. Le vrai rock. Et le vrai rap qu'on pourrait qualifier aujourd'hui, même si je déplore qu'il ne soit pas aussi clashant que ce qu'il y paraît. Tenir tête au système, critiquer le système et non pas s'adapter au système. Libéralisme, je m'adapte au système par des réformes. Radicalisme, je remets en question radicalement le système. Et du coup, je dois porter l'idée d'un contre-système ou d'une utopie pirate. Ou alors, si je n'ai pas l'utopie pirate qui va avec, je dois mettre sur la place publique les conditions d'une véritable discussion philosophique pour qu'on puisse tous ensemble co-élaborer une contre-utopie. Au bout du compte,
la posture radicale induit l'idée d'une utopie nécessaire. C'est un peu le mot de Fourier, toute la démarche de Charles Fourier, un philosophe assez inspirant que je vous recommande. Oui, Thinkerview, merci, le 22 je serai là. Ouais, on regardera ton replay. Merci beaucoup et je serai là pour l'interview le 22. Voilà, et bon courage et tout le monde doit aider votre Tipeee. Voilà, tout le monde doit soutenir des chaînes libres et qui essaient de faire du débat en prenant tout le monde. Voilà, justement, donc bravo. Donc voilà, cette posture de radicalité, c'est ça. Et donc Fourier, je parlais de Charles Fourier, philosophe du début du 19e siècle, philosophe qui a remis en question toute la civilisation, et vous devez le lire parce que, figurez-vous que c'est une des plus grandes plumes de la langue française, franchement. Hein, lire Fourier, c'est entrer dans un univers d'une poésie incandescente, ça clash à chaque phrase, c'est prodigieux. Je ne sais pas si vous connaissez Charles Fourier et si vous l'avez lu dans le texte. Il y a un petit poche qui existe par Daniel Guérin, je crois, qui est j'ai oublié, Le Nouveau Monde Amoureux. C'est une sorte de condensé du Nouveau Monde Amoureux, qui est un gros livre de Fourier. Mais lisez Charles Fourier, vous trouverez plein d'extraits sur Internet. Et Charles Fourier, il a deux grands moments dans sa philosophie. Je me suis beaucoup inspiré de lui dans mon livre « Je t'aime » qui remet en question l'encouplement obligatoire, vous le savez peut-être. Charles Fourier, il a une partie, c'est critique de la civilisation, et une partie, c'est ce qu'il appelle l'harmonie, c'est-à-dire l'utopie. Et c'est un utopiste. Mais la puissance des vrais utopistes, Zamiatine, Fourier, Campanella et d'autres, Thomas More et autres, c'est justement de pouvoir critiquer la société à l'aune d'un contre-feu, et Montesquieu pouvait le faire dans ses lettres persanes, d'un contre-feu d'un point extérieur. Voilà. Et c'est ça la puissance. Donc je peux clasher d'autant plus le système qui est le mien que je peux imaginer, certains évoquaient le troc au début de ce live, je peux imaginer une contre-société. Et donc c'est peut-être à ce niveau-là d'une construction de contre-société que les Gilets jaunes aujourd'hui ont à faire. S'ils veulent vraiment remettre en question un système qui est totalement injuste pour eux, et totalement violent dans sa répression, outrageusement violent, et méprisant dans sa façon de prendre la parole, et de ne pas jouer le jeu d'une véritable interrogation sur les racines du mal, eh bien, je pense que les Gilets jaunes ont tout intérêt, et c'est ce que Nuit debout n'avait pas. Nuit debout est passé à côté de ça, c'est pour ça que ça a été très éphémère, et très intéressant. Je l'ai couvert en live, Nuit debout, j'étais un des premiers à le couvrir des heures et des heures, mais très éphémère parce qu'il n'y avait pas, j'ai consacré d'ailleurs un article à ça, les nuits dévolutionnaires, il n'avait pas justement cette possibilité d'une contre-société où elle était très, je dirais, très loin de ce qu'on pouvait réellement envisager à mettre en place. Alors, je vais vous parler de l'écologie radicale, je prends quelques commentaires encore et puis on avance sur ce sujet. Vous êtes super nombreux et super actifs, donc je vous remercie infiniment. Le radicalisme, c'est punk, mais ça suffit pas, tout le monde ne veut pas vivre ainsi. Alors, punk, qu'est-ce que tu entends par punk? Voilà. Moi, je trouve tout à fait, tu as raison, mais il y a plein maintenant de courants punk. C'est d'ailleurs la mode, vous savez, aux États-Unis, de nommer des courants punk. Hein. Donc, si c'est solar punk, c'est-à-dire punk cybermoderne, ou cyberpunk, il y a du cyberpunk aussi. Plutôt une dystopie, hein, plutôt dure et dans le conflit. Mais solarpunk, c'est, je vous le résume en 2-3 mots, j'ai quasiment tout lu de tout ce qu'on pouvait lire de solarpunk, parce que ça m'excite énormément. Et d'ailleurs, écologie et cybermodernité, c'est typiquement un thème solarpunk. C'est l'idée que les technologies vont nous aider pour l'émancipation universelle. Je vous le résume, et donc pour libérer de la Terre de la civilisation agro-industrielle et militaire, grosso modo. Donc ce courant solarpunk, désolé, mais moi il me séduit énormément, mais alors il faut savoir de quoi on parle. Et on ne peut pas le comprendre si on ne connaît pas un peu l'écologie profonde. Voilà, avec des ouvrages que je vais vous donner, on va peut-être lire des extraits. Voilà, donc le punk do it yourself, il est plutôt gilet jaune, excuse-moi, il est plutôt intéressant. Hein, fais-le toi-même, ne compte pas sur des instances médiatrices qui vont parasiter ta possibilité d'action, ta possibilité de faire. Prends en main la construction même du monde que tu veux voir advenir. Voilà.
Excuse-moi, mais punk, vu sous cet angle-là, c'est une philosophie intéressante. Si on se réfère au no future et à une idée pessimiste qu'on avait dans les années 80, effectivement, avec les drogues qui venaient là, etc., il y a quelque chose de nihiliste. Mais punk, ça peut être l'opposé de nihiliste, et solar punk appelle le oui solaire à la vie nietzschéen. Et Nietzsche disait bien que dans le nihilisme, il y a de l'actif et du passif. Hein. Le nihilisme passif vise à détruire, mais donc là on est dans la critique de la civilisation, et une critique radicale, mais le nihilisme actif vise à construire, c'est ce qu'on oublie chez Nietzsche. Hein. C'est qu'il y a une puissance solaire de construction. Et les exégètes de Nietzsche, en général, en font une sorte de développement personnel bouddhisant, ce qui est vraiment l'opposé de Nietzsche. Hein. Oui, c'est l'homme artiste qui crée ses propres valeurs, mais Nietzsche ne parle pas d'un individu. Nietzsche n'a jamais parlé d'un individu. Le surhumain, le surhomme de Nietzsche n'est pas Superman. Hein. Le surhumain de Nietzsche, c'est une race, avec 3 guillemets, hein, un type, on va dire, parce que race est très connoté, un type d'être humain. C'est un type d'humain, c'est-à-dire un peuple entier. Donnez-moi un peuple. Hein. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont très nombreux. Le surhomme, ça se fait collectivement. On rejoint presque Bakounine, qui nous disait que la liberté seule ne peut pas exister. Hein. Ce qui rend libre l'autre agrandit ma liberté, hein, au lieu de la restreindre. Voilà, comme l'utopie première de mort, exactement. Angélique, la question que je me pose, à quel moment considère-t-on la radicalisation, sur quels critères? Super question, Angélique, merci. Très intéressant. J'ai l'impression qu'il y a radicalité, je vais le dire très simplement, quand il y a volonté de passer à l'acte. C'est pas que théorique. Sinon, c'est une radicalité de papier. Je crois que c'est Vandana Shiva qui dit ça. Vous savez, cette écologiste indienne incroyable, Vandana Shiva, qui a créé, il faut que vous voyez ça, le Navdanya. Le Navdanya, c'est contre les OGM et contre les grands groupes qui veulent privatiser le vivant. Ils ont créé un centre de protection des semences, hein, le Navdanya, qui veut dire à la fois les 9 graines et qui veut dire aussi une nouvelle donne, un nouveau don même. Hein, Navdanya, vous avez vu comment c'est extrêmement proche de nos langues, hein, évidemment. L'indo-européen, ça vient de là. Et donc, elle dit justement, elle parle de radicalisme de papier en parlant des intellectuels qui, dans leurs textes, on en a plein en France, hein, par exemple Badiou, Alain Badiou, hein, ou même, je sais pas, Frédéric Lordon, etc. Dès qu'on parle d'insurrection, maintenant, on cite cet intellectuel. Oui, il y a une radicalité. À Nuit debout, il disait, on veut l'insurrection, on veut l'insurrection, on veut l'insurrection. Le grand problème, c'est que c'est une radicalité de papier. D'ailleurs, il ne parle pas en live, toujours il lit un texte, c'est endossé à un texte, donc à une volonté de contrôler sa parole. Pas du tout dans un flux comme nous, où on peut rebondir les uns les autres et discuter ensemble. On est dans un texte écrit, extrêmement dogmatique, qui vise effectivement une insurrection, c'est-à-dire un bordel qui dure quelques jours, pour changer les têtes en haut et remplacer les têtes en haut par de nouvelles têtes. Excusez-moi, mais il n'y a rien de radical dans cette posture. Il n'y a pas de critique, je dirais. Il n'y a pas cette utopie alternative d'un monde qui serait sorti du capitalisme. Alors la radicalité, c'est justement dire cette société capitaliste, on doit la détruire. On doit la détruire. C'est pas on doit négocier avec. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être ça. Je vous explique ce que c'est le mot radicalité. Donc on a une radicalité de papier, c'est super beau à Nuit debout, waouh, on se dit ouais, convergence des luttes, etc. Mais derrière, qu'est-ce qu'on construit? C'est super beau une constituante, mais qu'est-ce qu'on construit derrière? C'est super beau un RIC, mais c'est pour construire quel monde, hein? C'est pour construire quel monde? C'est surtout ça qui est intéressant. Après, les moyens de construire, peut-être que ça doit passer par un RIC, ou peut-être que ça doit passer par d'autres moyens. On peut même inventer des nouveaux moyens. Pourquoi recycler des moyens? On peut en inventer des nouveaux moyens. Mais là, on a l'impression que c'est toujours dans l'idée, et c'est presque la faille Gilets jaunes. La faille Gilets jaunes, c'est ne pas vouloir construire l'utopie, exactement comme Nuit debout, qui était très littéraire, etc., mais de papier, pas concrètement, et de pas se donner les moyens concrets pour efficace. Quand je dis concret, c'est efficace, qui marche. Hein. C'est pas simplement des comités qui se mettent ensemble et qui pensent le monde de demain. C'est concrètement, on le met en place comment? Et ce qui est très intéressant, c'est que là, on a affaire à du blabla. Quand vous lisez Lordon, j'ai rien contre lui, hein, je le prends comme exemple de quelqu'un qui est souvent cité. Lordon, quand il dit dans ses livres, il utilise Spinoza de façon très bizarre,
mais quand on lit dans ses livres l'État est transhistorique, l'État qui a été formé, on sait historiquement, hein, l'être humain n'est pas né avec l'État. Et quand il dit l'État est transhistorique, ça veut dire une chose très simple, ça veut dire on ne touche pas à l'État. On ne touche pas à l'État. Et donc on ne peut pas appeler ça une posture radicale, parce que l'État aujourd'hui, au moins depuis les années 90, est carrément identifiable au capitalisme. Je le déplore, je ne sais pas s'il faut être anarchiste et dire il faut absolument détruire l'État. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est par le système des lobbies, par le système des moyens de pression, par le système des élites au pouvoir et des sélections de la société qui sont faites en amont, par les grandes écoles, par la ghettoisation des systèmes scolaires, etc., nous avons affaire à un État qui s'identifie au capitalisme. Donc faire de l'État quelque chose de transhistorique, c'est faire de l'État quelque chose d'intouchable. Et donc derrière une prose insurrectionnelle, on a en fait un discours hyper autoritaire qui vante l'autorité, qui refuse l'anarchie comme étant un jeu d'adolescent, ce qui est typique d'une pensée pas construite, parce que l'anarchie mérite d'être déconstruite si on veut. Hein, on peut avoir une sensibilité non anarchique, mais en tout cas il faut le déconstruire sérieusement, parce qu'il y a du lourd dans l'anarchie, du lourd intellectuellement. Et les idées anarchistes, excusez-moi, mais elles ont innervé la société. Les gilets jaunes sont aussi plongés derrière des idées-là où l'État est l'ennemi. Et l'État et tous ces corps intermédiaires qui permettent finalement de s'imposer. Donc la radicalité qui consiste à dire on ne touche pas à l'État, on ne touche pas aux institutions telles qu'elles sont, on fait juste des adaptations pour faire en sorte que ça soit plus viable, c'est du Bourdieu. Et Lordon et Bourdieu, enfin, Lordon pour moi c'est du... Lordon c'est du sous-Bourdieu. Vous lisez Bourdieu, vous avez une posture bien plus radicale, avec sa théorie du grain de sable, c'est du Lordon. Il reprend Bourdieu presque littéralement. Il y a des formules entières de Bourdieu, voilà. Donc c'est du Bourdieu, on connaît, mais Bourdieu, c'est avant les nouvelles technologies de communication. Bourdieu, ça s'arrête aux grèves de 95. Bourdieu est pour un syndicalisme. C'est-à-dire qu'il est pour un syndicat européen, Bourdieu. Il mise tellement sur l'Europe qu'il dit on va faire une sorte de syndicat européen. Voilà, donc c'est lourd. Günter Grass lui dit d'ailleurs dans un entretien, mais c'est super lourd votre truc de syndicat. On n'est pas dans le rire, on n'est pas dans la finesse d'aujourd'hui. Enfin voilà. Et en ce sens, il était assez visionnaire, Grass. Parce que Bourdieu, c'est très lourd, c'est autoritaire, c'est un peu sectaire. Même s'il y a plein de choses intéressantes hein, chez Bourdieu. Je le nie pas, bien sûr. Sur l'héritage culturel, sur les chants, enfin il y a plein de choses. Mais voilà, donc on nous présente comme posture radicale des individus qui sont pas radicaux. Donc moi j'ai envie de vous parler vraiment de radicalité. Je lis un peu vos questions, vous êtes super nombreux. Olivier, les gilets jaunes ne prétendent pas rêver, ils veulent juste vivre décemment sans prétention. Mais qu'est-ce que c'est prétention au sens noble du terme que de vivre décemment? On est dans une société où on a besoin d'esclaves. Donc vivre décemment pour un esclave, c'est la prétention suprême. Là, je vous parle radicalement, hein, je joue un peu un jeu de rôle. Hein. Mais si je joue le jeu de rôle, si je joue le jeu du gouvernement sans langue de bois, on a besoin d'esclaves. Voilà, tout simplement. On a besoin d'esclaves. Évidemment, ils ne doivent pas savoir qu'ils sont esclaves. Donc on leur donnera des avantages, un confort qui fait qu'ils oublieront leur statut en fait, de vache à lait ou d'esclave. Et donc simplement vouloir la dignité, c'est comme si un esclave voulait la liberté. Parce que ce qui donne la dignité, c'est la liberté. Ce qui donne la dignité d'un être humain, c'est être libre de son destin. On ne peut pas être digne et être esclave, ça marche pas ensemble. Donc c'est la prétention suprême ce que tu décris là, tu vois. Et donc justement, sans contre-utopie qui vise à sortir les esclaves de l'esclavage, sans théorie Spartacus, et il faut aller loin dans la théorie Spartacus, si je dois l'appeler comme ça, eh bien on ne peut pas en sortir. Retour à la Grèce antique. Si l'État votait ses lois par l'approbation du peuple, ok. Après, on ne peut pas mettre n'importe quel bouffon au pouvoir. C'est cette notion même de pouvoir qui... Là, tu es encore dans une logique de libéralisme. C'est-à-dire, il y a un pouvoir, il y a un président, il faut bien qu'on mette des gens au pouvoir, etc. Mais est-ce qu'on peut interroger le système différemment? Alors, je vais vous citer un livre que je vous recommande, parce que c'est un livre qui pose très simplement les termes du débat en termes radicaux. Voilà, en termes radicaux plutôt. Alors, vous le voyez sûrement à l'envers, j'en suis désolé. Je vais vous lire le titre. Donc, c'est « Écologie en résistance, stratégie pour une terre en péril ». Et c'est plusieurs extraits de conférences qui sont retranscrits aux éditions libres, des éditions très engagées.
donc des extraits de Vandana Shiva, de Derrick Jensen, qui est un partisan d'Eric Jensen de l'écologie profonde, justement, qui a créé avec des amis le Deep Green Resistance, DGR. Vous pouvez taper DGR, vous tomberez sur eux. Stephanie Macmillan, Lear Kiss et Arik McBay. Vous trouverez tout ça. Voilà, Écologie en résistance, je vous remontre. Voilà, tout petit bouquin que j'ai copieusement lu pour vous. Et je vous en donne la quintessence. Donc là, il est question de résistance, non pas de néo-résistance, je vais en parler tout à l'heure, et les questions de radicalisme s'opposant au libéralisme. La question que je vous pose, c'est n'y a-t-il pas une troisième voie? Doit-on en arriver jusque-là? Et je vais vous montrer un peu le là. Laissez-moi un peu vous lire le livre, n'hésitez pas à participer. Je vois un peu Priscilla, le gouvernement restera dans l'oppression sociale car il donnera toujours juste assez pour que les gens survivent et donc râlent mais ne se retournent pas contre lui. Ben voilà, si tu résumes un peu ce que je viens d'émettre. Alors, allons-y, plongeons dans ce livre. Aujourd'hui, c'est donc Derrick Jensen qui parle. Aujourd'hui, nous connaissons tous les statistiques et les tendances. 90% des grands poissons disparus des océans, 97% des forêts primitives ont été détruits, ainsi que 98% des prairies primitives. Il y a 10 fois plus de plastique que de phytoplancton dans les océans. Les populations d'amphibiens s'effondrent, tout comme les populations d'oiseaux migrateurs, de mollusques, de poissons et ainsi de suite. Avez-vous remarqué que vous ne devez plus nettoyer votre pare-brise aussi souvent? Même les populations d'insectes s'effondrent, 200 espèces disparaissent chaque jour. Voilà. Il dresse ce bilan-là de façon assez convaincante. Et on en vient au sens même du propos. Je vais vous lire d'autres extraits. Voyons la chose autrement. Que feriez-vous si des extraterrestres avaient envahi la planète, vidaient les océans, rasaient les forêts, construisaient des barrages sur toutes les rivières, bouleversaient le climat, contaminaient à l'aide de dioxines et de divers produits cancérigènes le lait maternel, la chair même de vos enfants, celle de vos partenaires, de votre mère, père, frère, sœur, de vos amis, ainsi que la vôtre? Si des extraterrestres commettaient tout cela, résisteriez-vous? S'il existait un mouvement de résistance, le rejoindriez-vous? Si ce n'était pas le cas, pourquoi ne le feriez-vous pas? À quel point la situation devrait-elle empirer avant que vous ne vous décidiez à arrêter ceux qui détruisent la planète, qui tuent ceux que vous aimez et vous tuent vous-même? 90% des grands poissons ont déjà disparu des océans. Quel est votre seuil de tolérance en matière de résistance? 91%? 92%? 93%? 94%? Attendrez-vous qu'ils aient été tués à 95%? 96%? 97%? 98%? 99%? Pourquoi pas 100%? Passerez-vous alors à la contre-attaque? Et voilà l'objet de la philosophie de combat, la philosophie de résistance, l'écologie de résistance, c'est qu'il faut contre-attaquer. Il faut pour contre-attaquer non pas y aller comme ça, la fleur au fusil, il faut contre-attaquer en organisant ce qu'ils appellent une culture de résistance, c'est-à-dire un savoir-faire de la résistance qui passerait par deux canaux. Le canal ouvert, c'est-à-dire tout le monde peut assister. Vous pouvez aller voir le Twitter ou le Facebook DGR, vous pouvez militer pour l'écologie radicale et vous pouvez manifester pour l'écologie radicale. Ça, c'est à visage découvert. Mais vous pouvez également, il faut qu'il y ait des cellules clandestines organisées qui visent réellement des actes de sabotage. Et ils vont très précisément détailler comment saboter la civilisation industrielle, c'est-à-dire détruire des choses qui sont difficilement remplaçables. Ils critiquent les black blocs en disant que casser des vitrines de McDonald's, finalement, ça ne sert pas à grand-chose parce que la cible est répétable et remplaçable. Vous pouvez remplacer des vitrines. Alors que si vous allez détruire des chemins de fer, des infrastructures pétrolières, des infrastructures directement, si vous devenez saboteur, alors effectivement, ça va être plus compliqué. Et leur but, il est double. Je vous résume un peu le livre, mais lisez-le, c'est assez passionnant, même si on n'est pas d'accord, de voir jusqu'où on peut aller dans la radicalité. Ça met au moins les extrêmes au clair. Leur but est à la fois de démanteler le système industriel, c'est-à-dire notre civilisation. Le but est de démanteler notre civilisation. Et le but est d'inventer
il y a plein de cœurs, donc il y a plein de radicaux parmi nous. Et le but est d'inventer une communauté humaine viable, durable. Une communauté humaine qui ne serait pas fondée sur les valeurs de l'exploitation des autres, d'exploitation de la nature, d'exploitation des animaux. Et donc il faut travailler cette idée d'une communauté alternative à ce qu'on connaît, la famille nucléaire, la consommation comme seul destin lié au bonheur, et le monde industriel. Hein. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'ils évoquent aussi cette notion de flou qui est fondamentale pour comprendre. Voilà, des milices, Olivier, ça y est, je te sens parti. Vous êtes chaud là, hein? Alors c'est assez enthousiasmant, même si on se dit waouh, parfois ils abusent. Hein, nous sommes pétris de bons sentiments et notre civilisation elle nous a fait. C'est très dur de s'imaginer en dehors de l'électricité, vivant en communauté avec du local à fond. Voilà, évidemment, j'ai beaucoup médité ça. Je ne découvre pas ça de maintenant et je vous donnerai peut-être des pistes alternatives, mais je pense qu'on ne peut pas avancer dans ce cycle de conférences sur Utopie à la Star Trek. Ouais. C'est intéressant, le coup de l'extraterrestre, c'est parlant. C'est-à-dire, si les extraterrestres détruisent la planète Terre, franchement, vous entrez en résistance. Alors là, les extraterrestres, c'est notre civilisation elle-même. Et il n'y a aucun... Ce qui est très fort dans l'écologie profonde, c'est qu'elle est extrêmement critique par rapport à l'écologie libérale. C'est-à-dire l'écologie qui consiste à faire qu'il y ait un peu moins de pollution, l'écologie des petits gestes, prends moins de temps pour prendre ta douche, fais tes petits gestes de tri. Eux, ils disent très clairement, ça ne sert à rien. Il faut que je vous lise l'extrait parce que c'est assez savoureux. Vais-je le trouver? C'est extrêmement puissant. Et là, on touche ce que c'est la radicalité. Les gens m'abordent régulièrement pour me dire à quel point leur espoir et leur désespoir ont en quelque sorte fusionné. Beaucoup ont fait tout leur possible pour protéger les endroits qu'ils aiment, c'est-à-dire tout ce qui est possible, sauf la chose la plus importante de toutes, démanteler cette culture elle-même. Aujourd'hui, ils veulent passer à l'offensive. Ils veulent couper cette culture de son élan, mais ils ignorent comment. Les voix qui s'expriment dans ce livre ont fait un pas vers la création d'une culture de résistance, en vue de créer les conditions nécessaires au retour du saumon, au retour des oiseaux migrateurs, au retour des amphibiens. Contre-attaquer signifie avant tout penser et ressentir par et pour nous-mêmes. Trouver qui et ce que nous aimons. Trouver la meilleure façon de défendre nos proches en recourant aux moyens nécessaires et adéquats. Nous devons priver les riches de leur capacité à voler les pauvres et les puissants de leur capacité à détruire la planète. Voilà. Donc la guerre est déclarée, mes amis. Stéphanie Macmillan, je vous lis un peu ce qu'elle écrit. Nous avons un ennemi, donc là on est dans la politique, hein. Dès qu'il y a un ennemi ou des amis, c'est la politique. Hein. Nous avons un ennemi, 2 points, et il est beaucoup critiqué dans ce mouvement, de mouvements qui ne connaissent pas vraiment leurs ennemis. Et je crois que les Gilets jaunes, ça résonne avec ce mouvement. L'ennemi n'est pas Macron. Macron est remplaçable comme une vitrine McDonald's. Hein. Donc l'ennemi ne peut pas être des personnalités incarnées, aussi méprisantes soient-elles, aussi arrogantes soient-elles, aussi maladroites soient-elles. L'ennemi doit être pensé en termes systémiques. Et c'est ça la radicalité. Profondément, la radicalité, c'est de même pas s'intéresser aux personnes, de s'intéresser aux mécanismes de pouvoir. Quand Bruno Latour sur France Inter, et je vous recommande d'écouter son entretien assez intéressant, quand Bruno Latour, c'est lié à son livre Où va-t-on atterrir, qui est sorti à la découverte, Comment s'orienter en politique, quand Bruno Latour dit finalement ce qu'il faut, c'est pas un grand débat où chacun dit son opinion, mais ce qu'il faut, c'est que chacun y aille de sa description de ses problèmes et de à quoi il est dépendant, exactement comme les cahiers de doléances de 1789. Il ne s'agissait pas de dire ses opinions et de dire ce qu'on pensait de ce qui va être bon. Ça, c'est un débat qui parle pour rien dire. Il s'agit concrètement d'analyser à quoi je suis dépendant, de décrire des situations incarnées dans des zones effectives pour le coup. Et à partir d'une description globale de toutes les problématiques de tous les citoyens, ça doit remonter et on doit évidemment après débattre des solutions. Mais il dit finalement on fait tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on a un mouvement de protestation avant d'avoir un mouvement de description. Voilà. C'est pour ça que je veux faire un livre avec les Gilets jaunes et c'est pour ça qu'il faut s'intéresser à la description des situations. Le plus important dans ce mouvement, me semble-t-il, c'est les situations décrites de précarité, d'injustice, de stress, de problèmes de services publics qui sont complètement démantelés, etc.
Voilà, je vous ai résumé un peu Bruno Latour, mais je vous recommande aussi son livre. Continuons un peu, et puis après on va dialoguer ensemble, je prendrai vos remarques, donc n'hésitez pas, je vois que c'est assez intense. Je vous lis un passage de Stéphanie Macmillan, toujours dans cette idée d'écologie radicale. Le système a plein de méthodes pour s'arranger avec la dissidence. L'une d'elles est la répression ouverte. Mais avant d'avoir recours à cette méthode, ils essayent toutes les autres solutions. Y compris l'assimilation. Le système conduit la dissidence au fond d'impasses qu'il crée précisément dans ce but. Pression sur les fonctionnaires, travail avec des entreprises ou des associations financées par l'État, exercice de droits civiques formels tels que la liberté d'expression. Là, vraiment, ça résonne. Hein. On va s'arranger avec la dissidence, vous allez pouvoir vous exprimer. Hein. Tant que nous ne menaçons pas les relations véritables au sein du pouvoir, nous sommes autorisés à utiliser tous ces moyens de dissidence. Et parce que le système emploie l'hégémonie idéologique, en d'autres mots le lavage de cerveau, la plupart des gens ne peuvent pas concevoir une résistance en dehors de ce cadre d'action permis par le système lui-même. Spontanément, ils suivent les chemins qui ont été tracés pour eux. Là, franchement, ça résonne extrêmement bien. Elle raconte, Stéphanie Macmillan, qu'elle en avait marre d'avoir des pancartes sur le bout des trottoirs, que ça servait à rien, que ça ne faisait pas revenir les oiseaux migrateurs, et que le but du jeu, c'est qu'il y ait plus d'oiseaux migrateurs l'année prochaine. Donc il faut détruire ce système, il faut le saboter dans tous les sens, y compris le sens de la superstructure, c'est le sens des idées, sur le combat des idées. C'est en ce sens que je mets aussi la philosophie. C'est un système, continue-t-elle, économique, caractérisé par la production de marchandises et par une appropriation privée, dans lequel une partie de la population monopolise les moyens de subsistance, forçant les autres à vendre leur travail pour survivre. Quand on sait aujourd'hui que les 26 milliardaires du monde ont autant de richesses que la moitié de l'humanité, ça pose le cadre de la radicalité. Vous voyez, ça pose le cadre de la radicalité. Quand on sait qu'aujourd'hui en France, pays riche, nous avons un Français sur 5 qui dit qu'il ne peut pas faire ses 3 repas par jour parce qu'il n'a pas les moyens de le faire, en France, en 2019, l'étude était de 2018, ça pose cette question d'un vol et d'une destruction de la terre par les plus riches. Donc la notion, elle est simple, c'est de détruire le capitalisme en détruisant les infrastructures qui permettent ces apports d'énergie, ces apports de construction. Le capitalisme est, je cite, d'une part une relation sociale par laquelle une classe économique, une petite minorité, la classe dirigeante, domine toutes les autres. D'autre part, c'est un processus, un flux incessant d'argent destiné à produire des marchandises qui viennent alimenter une autre génération d'argent. Mais ce n'est pas linéaire, c'est à la fois cyclique et progressif comme une spirale. Retenez bien ça, car il va être question de la spirale. C'est plutôt la ligne que je vais défendre, la ligne verticale, le vortex. Mais avant d'arriver au verticalisme, qui est pour moi une solution que je vais esquisser avec vous, allons au fond du radicalisme, et je prends vos questions dans 3-4 minutes, parce que je continue à vous enfoncer dans la radicalité écologiste. Les multinationales américaines assises sur 1600 milliards de dollars en liquidité, Apple seul possède 76,4 milliards de dollars, somme plus importante que ceux que le gouvernement états-unien a en réserve. Il désespère de l'investir, mais il n'y a plus de placement rentable. Des manias tels que Warren Buffett ou Bill Gates implorent qu'on les taxe. Ils distribuent des milliards de dollars. Bien sûr, la philanthropie génère aussi du profit, ce qui sature encore plus le système. La machine s'immobilise peu à peu. C'est très très important de comprendre que tout ce qui est philanthropie, ils ne savent même plus quoi faire de leur argent. Voilà, c'est ça grosso modo l'argument, et c'est tellement vrai. Et quand je vois certains intellectuels assez médiatiques qui n'ont d'exemple de réussite que Apple, que Google, que Facebook à la bouche, c'est absolument sordide. Des intellectuels très, très médiatisés qui sont en pamoison devant des groupes qui sont en fait des voleurs, identifiés avec une optique radicale comme étant juste des voleurs,
et tellement voleurs qu'ils ne savent pas quoi faire de leur argent. C'est un peu comme ceux qui ont écouté la série The Wire, sur écoute, vous connaissez peut-être cette série, je crois que c'est la saison 4 ou 5, vous avez Mario qui est un nouveau caïd de la drogue et qui a tellement d'argent qu'il ne sait pas quoi en faire et ils décident de tous ensemble, les dealers de drogue de très haut niveau, les caïds, ils décident de se mettre ensemble dans une sorte de mafia et de consortium de dealers pour pouvoir blanchir leur argent via des paradis fiscaux et de l'immobilier. Parce qu'ils ne savent plus quoi faire de leur argent. Hein. C'est le même système. À force de voler, l'argent devient encombrant, il faut pouvoir l'investir. Et la philanthropie entre totalement dans cette logique-là. Donc quand vous entendez des gens qui vous disent c'est formidable, Bill Gates construit je ne sais pas quoi en Afrique, dites-vous bien c'est juste qu'il est encombré de son argent et qu'une solution possible c'est de faire de la philanthropie parce que ça va éclairer positivement les marques que l'on vend, évidemment. Je lis un peu vos commentaires et on continuera sur l'écologie profonde. Pour affaisser le capitalisme, ne pas les nourrir, se rapproprier la finance au niveau citoyen. Rose. Cécile, plusieurs chercheurs ont remis en cause les chiffres concernant la disparition des espèces vivantes du fait des méthodologies utilisées. Oui, mais je ne sais pas, c'est vraiment un débat, mais on sait très bien que ça disparaît. Les chiffres, je suis d'accord, il y a un vrai débat là-dessus, c'est très dur à pondérer, mais on sait que tout part à volo, ça c'est absolument sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Anne, j'ai un ami, c'est son cas, il n'arrive pas à manger 3 fois par jour, c'est un ancien enfant placé. Olivier, voilà, c'est ça, vivre décemment, manger à sa faim, se loger, se chauffer, apprendre, se divertir un minimum. Xavier, il faut déjà arrêter de penser que la démocratie c'est de choisir entre la peste et le choléra tous les 5 ans. Je te sens radical, Xavier. Christine, désir et besoin, tu désires quand tu... Aïe, j'ai perdu ton commentaire. Et affranchi du besoin. Marie-Pierre, désir et besoin sont intrinsèquement liés, alors comment définir ce dont on a besoin sans le lier au désir? J'ai besoin de manger, je désire un repas, etc. Oui, ça c'est aussi la construction du désir, des faux désirs, et on sait bien qu'il y a une machine qui permet de construire des faux désirs. C'est pour moi la plus grande objection qu'on peut faire au RIC. Ceux qui préconisent le RIC disent que les médias sont achetés, qu'il y a une parole unique qui s'exprime, etc. Je suis désolé, les médias font l'opinion. Donc quand vous allez mettre en place le RIC, quand il y aura un référendum, qui est pour moi pas la voie de la démocratie, il y a beaucoup plus radical démocratiquement que ce système, mais quand vous mettez en place ça, qu'est-ce qui va nous prémunir, nous citoyens, de ne pas être manipulés par des médias aux ordres? Voilà, c'est la question. Et tant qu'on n'a pas réglé cette question, le RIC est forcément dangereux, car ça deviendra un instrument de la plutocratie, du gouvernement des riches. Si les riches sont capables de faire l'opinion, de fabriquer l'opinion, alors ils fabriqueront l'opinion des référendums. Voilà. Alors on me cite 2005 qui a été un non alors que tous les médias disaient oui. Bon, mais ça, rien ne garantit que ça puisse se renouveler. Donc la question du RIC, c'est aussi d'abord, avant tout, me semble-t-il, la question de l'opinion. Comment on fait opinion ensemble? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous êtes super actifs, je ne peux pas tout lire. On continue un peu dans la radicalité. Véronique, tout à fait d'accord, Macron n'est qu'une bille dans le sac de la Ve République. Il faut réfléchir, écrire un nouveau modèle de fonctionnement adapté à la vie actuelle, tout comme le mouvement Colibri. D'accord, tu fais référence à Pierre Rabhi, qui n'est pas radical pour le coup. Hein. C'est un mouvement qui consiste à s'adapter. Même s'il y a cette idée de décroissance, de sobriété heureuse, il n'est pas du tout question de remettre en question les fondements même de la société industrielle. Il est question d'adapter le capitalisme en le rendant plus éthique, plus éco-responsable. L'écologie radicale dit qu'il est totalement impossible de réguler le capitalisme. C'est de la poudre aux yeux et qu'on nous fait croire qu'on arrive à le réguler. C'est un des pièges du système pour mieux finalement nous manipuler et au bout du compte, l'exploitation va bon train. Je cite encore, je vais changer. Évidemment, in fine, c'est la guerre. Hein, évidemment, la guerre permet... Quand on n'arrive plus à savoir ce qu'on va faire de notre argent et quand le peuple n'est pas content, c'est la guerre. Hein. On provoque la guerre et provoquer la guerre remet les pendules à zéro. Parle de médias financés par les impôts. Ouais, voilà. J'ai un peu de mal avec Étienne Chouard parce que justement, il y a un flou de la société qu'il veut construire. Il dit, mais les gens choisiront, les gens choisiront. Bon, on attend plus d'un intellectuel reconnu que les gens choisiront. C'est comment ils choisiront. Le RIC, à mon sens, n'est pas une solution du tout suffisante. En fait, le RIC est un moyen. Et sacraliser un moyen, à mon avis, c'est une source de désillusion, voire pire. Voilà.
Un moyen ne doit jamais être sacralisé. Vous sacralisez l'argent, c'est une catastrophe. Vous sacralisez la célébrité, qui est juste un moyen, c'est une catastrophe. Le RIC n'est qu'un moyen, à mon avis, parmi d'autres. Il y a peut-être d'autres choses à inventer que cette forme-là. Mais on n'est pas au bout de notre discussion et on va évidemment discuter de tout ça. Alors, je continue juste pour vous montrer un peu cette radicalité. Alors ça, c'est l'IRKIS, K-E-I-T-H. Lorsqu'on ne combat pas le pouvoir, on ne peut que se combattre nous-mêmes. Voilà. Et donc là, il est question d'une radicalité, même dans les choix possibles. C'est un peu le danger de la radicalité, c'est qu'elle s'impose dans une sorte de pureté du combat. C'est-à-dire, le radical, c'est celui qui a raison par rapport à tous les réformistes du monde. Et l'autre ne sera jamais assez radical s'il suit une option différente. Parce qu'on pourrait imaginer un combat des radicalités. Mais le radical, c'est celui qui se pense plus radical que les autres. Je vous lis encore 2-3 extraits que je trouve pertinents. Alors, il est question de beaucoup d'exemples. Ils étudient dans l'écologie de résistance, ils étudient les mouvements de résistance comme lors de la Deuxième Guerre mondiale, comment les réseaux de résistance en France se sont mis en place, le blocage des pétroliers de 2010 en France, les guerres contre les exploitants de pétrole au Nigeria, avec Ken Saro-Wiwa. Je ne sais pas si vous connaissez Ken Saro-Wiwa, un immense poète et résistant, poète militant, poète résistant, qui a organisé une campagne contre la Royal Dutch Shell et le régime militaire, évidemment, qui permet au pétrole d'être extrait en toute impunité. Et il a été évidemment emprisonné et exécuté. Maintenant, vous avez une descendance de ça, c'est le MEND. Et le MEND, lui, c'est carrément des systèmes de guérilla urbaine, de guérilla même pas urbaine. Il y a des systèmes de petites vedettes rapides qui lancent des contre-attaques, des attaques surprises sur des objectifs très précis dans la chaîne de construction capitaliste pour détruire des infrastructures. Donc voilà, et qui privent Shell, par exemple, de son pétrole. Voilà. Donc il y a toute cette volonté de se documenter en histoire sur les mouvements de résistance. On les appelle parfois les néoludistes. Il y a les ludistes, il y a tous les mouvements de résistance pour essayer de s'inspirer de tout ça. Vandana Shiva, que j'ai cité, Vandana Shiva, donc c'est vraiment une figure de l'écoféminisme engagée véritablement. Elle dit tout simplement « L'extinction des espèces de notre époque est causée par le monde des affaires, le business as usual. » Voilà, le business, le monde des affaires, c'est ce qui détruit les espèces et qui brevette le vivant, etc. Il n'y a d'autres indicateurs économiques qui contrôlent tout à l'heure actuelle. Le premier, c'est le PIB, le PIB. Tout ce qu'il mesure est ce qui est transformé en marchandises. Il ne mesure pas la croissance au sens propre, il ne mesure pas la croissance de la vie, ni la croissance de nos enfants, ni la croissance de la forêt, ni la croissance de la biodiversité, ni la croissance de la nourriture, des plantes, des communautés et de la liberté, etc. Il ne mesure qu'une seule chose, la marchandisation de la nature et de la société. Donc l'indicateur même qui sert de canon pour évaluer les économies, c'est le PIB qui ne mesure pas la vie finalement, qui ne mesure pas l'augmentation de la vie. Donc l'écologie radicale doit aller avec des indicateurs qui seraient autres que les indicateurs du système lui-même. C'est toujours l'idée d'une contre-société. Plus d'abeilles, plus de vie sur Terre, tu dis kiss, voilà, c'est ça. Et si on mesurait en termes d'abeilles, en termes de bien-être des abeilles, les économies, et voilà. Bon, évidemment, ça n'arrivera pas. Et l'écologie profonde dit, ça n'arrivera pas, même avec des pancartes dans la rue, même avec du Pierre Rabhi qui nous dit il faut quand même changer les choses. Ça n'arrivera pas. C'est-à-dire, Pierre Rabhi pourra peut-être mettre plus d'abeilles, mais ça ne changera pas le système qui tue les abeilles. Vous voyez, donc autant être radical, remonter à la source et remettre en question la société industrielle elle-même. Aujourd'hui, dit Vandana Shiva, l'agriculture industrielle est la plus grande force destructrice sur cette planète, mettant en péril aussi bien cette terre que la société. Et ce qui concerne la Terre, là on voit le lien entre Gilets jaunes et écologie, lien qu'on avait perdu de vue depuis le 17 novembre. Lien perdu de vue, mais en fait lien complètement lié. L'ennemi commun, société industrielle, et évidemment le gouvernement qui va avec, la façon de faire société qui va avec. Et on comprend pourquoi Emmanuel Macron, dans ses vœux
de Nouvelle Année, à ce mot qui est passé totalement inaperçu, il cite deux mots qui résonnent encore à ma mémoire et qui nous font mal, nous, quand même, qui avons quand même quelques lives derrière nous et quelques lectures. Il parle d'écologie industrielle. Revisionnez les vœux de Macron, et vous voyez qu'il dit mais il faut que se développe l'écologie industrielle, qui est un oxymore, qui montre la contradiction. Ça veut absolument rien dire. Si l'industrie, c'est justement ce qui tue la planète Terre, on ne peut pas parler d'écologie industrielle, mais en jouant sur les mots, on joue sur une confusion, et il dit ça, c'est notre président de la République qui, lors des vœux, donc c'est quand même un moment sacré d'explication en pleine crise des Gilets jaunes, qui nous parle d'écologie industrielle. Hein, et il signe vraiment le crime. Hein. Et on voit de quoi Macron est le nom. Macron n'est pas le nom, je dirais, d'un système de droite ou des riches. Ce n'est pas les riches, c'est la société industrielle elle-même, dans une optique d'écologie radicale. C'est la société industrielle, tout simplement. Il parle d'écologie industrielle. Donc c'est le fantasme d'une écologie qui pourrait exister dans l'ère de l'industrie. Voilà. Donc agriculture. Alors aujourd'hui, dit Vandana Shiva, l'agriculture industrielle est la plus grande force destructrice sur cette planète, mettant en péril aussi bien cette terre que la société. En ce qui concerne la terre, l'agriculture industrielle est fondée sur des hypothèses très étranges. La majorité de la biodiversité serait en fait des mauvaises herbes à éradiquer. Ça, c'est la monoculture. Vous savez, que du maïs, et tout ce qui est ailleurs, autre que maïs, doit être détruit. Donc, la majorité de la biodiversité serait en fait des mauvaises herbes à éradiquer, et non de la nourriture ou des nutriments. La majorité des insectes seraient des nuisibles, bons à exterminer, à gazer. Sortez vos pulvérisateurs, tuez. Le sol pour l'agriculture industrielle n'est qu'un récipient vide pour contenir la plante, c'est son unique rôle, et elle insiste évidemment sur l'idée du sol. Oh, Dominique Rothschild, à chaque fois qu'on cite Rothschild, j'ai l'impression qu'il y a de l'antisémitisme qui résonne. Hein. Il n'y a pas que Rothschild, il y a des organismes très puissants et même une société très puissante. Et dès que on nous fait croire, comme Chouard a pu s'y laisser bien enfoncer, et tous les soraliens qui sont sortis là avec les gilets jaunes, croire que le capitalisme est identifié à la judéité, excusez-moi, c'est du pur n'importe quoi. Et il faut combattre cette idée profondément antisémite, raciste, abjecte, quoi. Et c'est complètement ridicule de mettre de la racialisation. On parle d'un système de riches pour favoriser des riches. Et à un certain niveau, les riches de tous les pays se mettent d'accord, quelle que soit leur religion ou leur obédience. Donc ne tombons pas dans du soralisme délirant. Soral qui a été condamné à 1 an de prison ferme récemment. N'allons pas racialiser tout ça, c'est pas une question de race, on parle. Et c'est quelque part servir le système que de vouloir racialiser le problème ou parler en termes d'identité et de terroir. Quelque part, ça arrange parce que ça divise. Évidemment, s'il est question d'une identité pure et que les seuls radicaux, c'est en fonction de leur identité, de leur race, entre guillemets, ou de leurs origines ethnoculturelles, si le curseur c'est en grille non pas social et d'exploiteur-exploité, mais en termes d'ethno-culturel, eh ben on se divise, forcément. Et c'est pour ça que Macron, lui qui n'avait jamais trempé dans cette idée nauséabonde à la Le Pen, a commencé à plonger là-dedans pour diviser les gilets jaunes. En leur disant, il y en a qui sont plus méritants que d'autres, plus français que d'autres, il y en a qui abusent. Quand il ressort les allocations, quand il ressort l'identité nationale, quand il ressort la laïcité, c'est véritablement pour diviser un mouvement. Et je suis très très impressionné de l'immense sang-froid idéologique des Gilets jaunes par rapport à ça. Il y en a bien sûr qui tombent dans le panneau, il y en a qui sont tombés dans le panneau bien avant ça et qui commencent à en sortir. J'ai l'impression qu'il y a une délepénisation parmi les Gilets jaunes aussi, ça on ne l'a pas noté. Et j'ai l'impression, alors je pourrais l'étayer, mais ça mériterait un live à soi seul, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui étaient avec des a priori et qui commencent à comprendre qu'on a affaire à un système et que le système, il s'en fiche un peu d'avoir une communauté religieuse à la tête du pouvoir des Illuminati du monde. C'est pas en ces termes que ça se pose. Hein, voilà. Exactement, Anne, les WASP américains ne sont pas tous juifs, exactement. Et les intérêts, on parle d'intérêts financiers. C'est des filtres pour avoir une posture radicale
Ouais, on est contre une communauté, c'est super radical, on va leur casser la gueule. Au bout du compte, qu'est-ce qu'on fait? On casse leur gueule, on va empêcher les migrants d'arriver, on va faire fantasmer les gens que leur emploi va être volé, etc. Mais au bout du compte, ça sert le système, ça permet la guerre. Ça permet la guerre. In fine, il faut faire la guerre, parce que quand vous aurez en 2050 250 millions de réfugiés climatiques, parce que c'est ça qui va se passer, notre système va provoquer des réfugiés climatiques. On va les tuer. Au bout du compte, il faudra les tuer puisqu'on ne va pas pouvoir les accueillir. Notre infrastructure et notre mentalité ne seront pas préparées pour accueillir, on les verra comme des ennemis. Et au bout du compte, on aura un système qui va être un retour à la féodalité. Et ce que les racistes veulent en instrumentalisant les peines populaires, c'est précisément un retour à la féodalité, à cette violence brute, abjecte, et qui ne fait pas avancer les choses. Et donc c'est très important. À un moment, l'être humain va devoir être une puissance d'accueil d'êtres humains dont on aura détruit l'écosystème pour nous enrichir. Donc à un moment, soit on se dit oui, mais on veut garder notre mode de vie et on fait comme Trump, on construit des murs, des barrages et on dit aux étrangers ce sont les ennemis. Mais j'ai l'impression que les généraux ne sont pas bêtes en fait et qu'ils ne tombent pas dans ce travers-là. De plus en plus, ce qui remonte des acteurs de terrain et de ceux qui en parlent, c'est que c'est minoritaire et que c'est pas fondamental. Ce qui est fondamental, c'est un ras-le-bol du système lui-même. Donc là, ce que je vous lis, c'est la partie la plus radicale de ce système. Il est déjà 19h30, j'ai tellement de choses à vous dire, j'aurais voulu plonger un peu dans un système de construction, et je vous le promets, ce système, pour le prochain épisode, l'épisode 6, je vais lire toutes vos remarques, enfin je vais essayer d'en lire beaucoup là maintenant, pour qu'il y ait un petit dialogue assez vif et que je vois un peu l'étendue. C'est passé très très vite, vous étiez nombreux et c'était un grand plaisir, et je lis un peu vos remarques. Pour l'épisode 6, et si quelqu'un peut aller voir l'event, vous allez me dire quand est-ce qu'il a lieu, parce que je ne l'ai pas forcément sous les yeux. Ça doit se passer en février, l'épisode 6. On ira essayer de voir un dépassement de l'écologie profonde, essayer de voir comment on peut être à la fois dans une posture de radicalité, c'est-à-dire d'intransigeance par rapport aux sources du mal, et à la fois dans une élaboration de voies nouvelles. Je lis un peu vos commentaires, mes amis. Info, besoin est un... Alors vous êtes dans le désir et le besoin. Sortir de l'avoir et l'être dans l'être. Oh là là, c'est mystique. Macron, c'est le business comme Trump d'ailleurs. Christine, s'épanouir dans un. Mohamed, la question n'a jamais été technique. Je perds vos messages. Elle a été éthique, dit Mohamed. Là, il faudrait vraiment que tu explicites un peu ce que tu dis. Ça a l'air passionnant, mais j'arrive pas à saisir le truc. Olivier, je ne défends pas, mais il parle de communauté, pas de race. Il parle, c'est qui, de qui tu parles, je ne sais pas. Ce doit être en fonction de leurs intérêts concernant les riches. Ah, t'as pas parlé des juifs, dit Dominique. Oui, mais non, t'as raison, excuse-moi, je parle pas de toi. Mais souvent, on cite Rothschild. Citer Rothschild, c'est une caricature. Je veux dire, regardez un peu ce qu'est Rothschild et regardez ce qu'est Rothschild par rapport à l'univers qu'on est en train de vous décrire. Nous sommes tous responsables de la société industrielle. Arrêtez de délirer. Celui qui se soumet, même en tant qu'esclave de cette société, il est totalement dans la société industrielle. Et lui-même va vouloir avoir des Nike construits par des esclaves un peu plus esclaves que lui. Lui-même va manger au McDo avec des gens qui sont exploités, qui sont parfois heureux d'être exploités dans des systèmes où il n'y a absolument pas de marge de liberté et des salaires au minimum possible. Lui-même va prendre ses Uber et autres et utiliser des technologies fabriquées par des esclaves en Chine. Donc arrêtez de croire qu'il y a des plus méchants et des moins méchants. La posture de l'écologie radicale, c'est qu'on est tous des pourris. Voilà, on est tous des pourris. Et c'est assez intéressant, non pas pour se flageller, mais pour partir de cette radicalité-là. Nous sommes tous partie prenante de ce système. Les gilets jaunes, ils se rendent compte peut-être de quelque chose qui est de cet ordre-là, et c'est pour ça qu'il faut les faire taire. Et la meilleure façon de les faire taire, c'est pas tellement de leur envoyer des forces de l'ordre. Ça, c'est une erreur, je dirais, de maintien de l'ordre absolu. C'est que c'est n'importe quoi. On dirait qu'il n'y a personne à la tête de la police, tellement c'est n'importe quoi ce que font les policiers, et surtout les BAC. Les CRS sont bien formés, mais la BAC et les autres arrivent et n'ont pas de formation suffisante, etc. Mais indépendamment de ça, la meilleure façon, c'est d'essayer de donner le gage et donc d'acheter ce mouvement. Voilà. Mais nous sommes tous des pourris dans ce système. Tous. Moi, le premier. Je vous parle, là, j'ai un iPhone connecté. D'accord? Et un iPhone, je sais très précisément qu'il a été construit à Foxconn, dans une usine où les gens se suicident et qu'ils ont même mis des bâches pour éviter qu'ils tombent et qu'ils se suicident régulièrement.
Je sais très bien que ça a été construit par des esclaves chinois, on va faire des razzias et des rafles dans les campagnes, on les amène dans des usines où ils sont dépersonnalisés avec un management militaire. Et c'est pareil pour Samsung, ne rêvez pas, hein, je veux dire, et puis même, je sais que les matériaux de mon téléphone portable, qui permet quand même de faire ce live, dénonçant tout ça, je sais que les matériaux, ça a été volé en Afrique, et qu'il y a des gens qui meurent, voilà, donc si je suis dans un écologiste radical, les lives n'ont pas lieu. Voilà. Et donc je suis un pourri, et je crois qu'on est beaucoup pourris dans ce système. Donc je trouve que c'est très intéressant, pendant un mois, qu'on médite sur cette écologie radicale, qu'on lise des livres. Je vous ai parlé d'écologie et résistance, mais vous pouvez aussi lire aux éditions libres DGR, Deep Green Resistance, un mouvement pour sauver la planète, tome 1. Voilà, et là c'est beaucoup plus épais et il y a tout ce qu'il faut pour une radicalité absolue. Donc je trouve que c'est important, si on veut faire des lives philosophiques, c'est important de pouvoir s'interroger nous-mêmes sur nos propres aliénations et notre participation à ce système. Et après, on peut discuter et manifester et voir qu'est-ce qu'on fait. Et c'est l'optique de ce cycle de conférences écologie et cybermodernité. Essayons de penser un système où on pourrait dire oui, ça vaut la peine de lutter. Je vous ai dressé la radicalité. La prochaine fois, quelqu'un peut me dire le jour où je regarde, la prochaine fois, nous allons essayer de réfléchir à la verticalité. Libéralisme, c'est des réformes. Radicalisme, c'est du combat. Et verticalisme. Et je vais vous expliquer un peu de quoi il peut s'agir. On n'est pas pourri, mais compromis. Voilà. Belle lucidité. Bon, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous le 22, donc, sur la chaîne Thinkerview. Hein, je l'ai dit en bon anglais, j'espère. Voilà, Thinkerview. Regardez cette chaîne. Il y a du temps pour parler et pour méditer. Il y a absolument tout le monde qui est invité. Enfin, tout le monde. Tous ceux qui peuvent... Enfin, je vais rien dire parce que je vais m'envoyer des fleurs et c'est absolument détestable. Mais en tout cas, c'est intéressant. Il y a des gens intéressants qui sont là. Et le ton est incisif et voilà, et c'est très intéressant. Donc, allez sur Thinkerview, utilisez le Tipeee pour leur donner un tout petit peu des moyens financiers pour continuer ça. Vous avez remarqué que jusqu'ici, je ne vous demande rien en termes de participation. Voilà, c'est totalement bénévole et j'ai un immense plaisir à vous retrouver. Je vous donne donc rendez-vous sur ces rendez-vous-là. Si vous êtes parisien, le 29 janvier, je serai dans l'émission du Forum Changer d'air. Les places sont libres. C'est juste en fonction des places disponibles. Il faut s'inscrire en ligne. C'est gratuit. Et venez, on pourra aussi se rencontrer. Ça sera un dialogue avec Joël de René, visionnaire et penseur de la société de demain. Et on va parler de cybermodernité. C'est la première fois que ce thème va être en débat avec un scientifique comme Joël de René. Je vous remercie. Tu penses quoi de l'éclipse du 21? Voilà, merci Dominique pour cette pointe d'humour. Je lirai tous vos messages, continuez à partager. Partagez aussi sur YouTube, abonnez-vous. Et à bientôt les amis, continuons le juste combat. Merci beaucoup.